Non, mais non, j'aime pas les musulmans. J'ai entendu cette blague, ce que j'ai fait, j'ai appelé des gens, des proches qui sont musulmans. Et je vous assure que ces gens-là sont profondément choqués. Je prenais les tortues de Californie de mon frère, et je leur faisais sauter les écailles avec un petit canif comme ça. Mais alors ce que je préférais, c'est ces enculés les chats avec des crayons. Alors ça... Une truie qui est épuisée, on lui met un aiguillon électrique dans l'anus pour qu'elle avance, on lui met un aiguillon électrique dans les yeux pour qu'elle recule. Cyril, c'est pas du tout drôle. Je ne rigole pas du tout. C'est vrai, naguère encore, les juifs avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochus, et la bite à col roulé, hein. Je relatifie pas, c'est une caricature. On vous a pas entendu quand il y a eu d'autres caricatures. Pourquoi on vous a pas entendu, monsieur Deschamps? Moi, ça me dérange dans ce contexte-là. Alors, plus de blagues sur les homosexuels, plus de blagues sur les noirs, plus de blagues sur rien. C'est même contexte. Le 1er décembre 2003, devant des millions de téléspectateurs, tout a basculé pour l'humoriste Dieudonné. Encore adulé de tous, il rentre sur l'émission de Fogiel pour y jouer un sketch sur un terroriste israélien. La plupart des gens se marrent sur le plateau, mais le lendemain c'est la tempête. Des milliers de personnes portent plainte au CSA, tous les politiciens s'en mêlent et ça devient la cohue dans les médias. D'un côté, on a ceux qui cherchent à se faire justice et de l'autre, ceux qui le défendent au nom de la liberté d'expression. Tout le monde se bat pour savoir si ses propos sont antisémites, mais dans les deux camps, personne n'a fait attention à l'erreur de Dieudonné ce 1er décembre 2003. Monsieur Fogiel, Oui, avez-vous seulement pris la précaution de le fouiller avant qu'il rentre sur ce plateau? oui, plusieurs fois. Ariane s'y est prêté. Qui vous dit qu'il ne cache pas sous son blouson je ne sais quelle bombe artisanale? Même pour celui qui est considéré comme un des plus grands humoristes français, la marche peut sembler infranchissable quand il s'agit de traiter un sujet sensible. Face à un public de plus en plus exigeant, prêt à dézinguer un artiste au moindre faux pas, et face à la viralité des réseaux sociaux, capable de transformer n'importe quelle blague culottée en un énorme scandale, qui oserait défier à nouveau le politiquement correct? Quand on voit le challenge qui nous attend, on l'imagine seulement à la portée d'une personnalité forte, prête à encaisser n'importe quel uppercut. Mais parmi les outsiders, on en a un auquel on ne s'attend pas. Avec son style de premier de la classe et son air bienveillant, j'aurais pas misé un copec sur lui. Haroun, c'est l'histoire d'un étudiant en école de commerce devenu le Mohamed Ali de l'humour. Une garde abaissée, le corps en arrière, rien ne pouvait prédire qu'il viendrait à bout du politiquement correct. Mais alors, comment il a fait ? Comment il a fait pour imposer son humour sarcastique sur certains sujets tabous? Et comment est-ce qu'il a réussi là où les meilleurs se sont cassés la gueule? À la fin des années 90, Dieudonné cartonne sur les planches. Que ce soit avec Elie Semoun ou en solo, tous ses sketchs font mouche. Il a l'art de manier les mots avec une efficacité redoutable, il est drôle, les gens l'apprécient et il a le champ libre pour tourner en dérision tous les sujets qu'il veut. Mais après son passage polémique chez Fogiel, il va devoir se justifier. Des crétins musulmans, je m'amuse avec des crétins français et j'aurais pas le droit de m'amuser avec un crétin juif. Assassin. Bon, là, si j'ai le droit, bon, ben c'est ce que j'ai fait. Au premier abord, son argument paraît pertinent. La plupart des gens pourraient ressentir une certaine injustice pour Dieudonné. Et ce serait légitime de se demander, mais pourquoi est-ce qu'il s'est fait attaquer pour son sketch sur les juifs alors que c'était ok pour les musulmans? Ça fait longtemps que cette question me taraude. J'ai jamais trouvé de réponse convaincante. Et comme beaucoup, j'ai fini par croire que c'était un deux poids deux mesures évident. Mais au début de l'année, j'ai découvert une partie de la réponse en regardant par hasard les 2 derniers Justice League avec mes colocs. Ici, on a eu affaire à 2 films qui racontent exactement la même histoire. Un casting qui n'a pas changé, mais avec un ressenti totalement différent. La version 2017 a été décevante, alors que son remake de 2021 a été accueilli avec beaucoup plus d'enthousiasme. Dans le fond, il n'y avait rien de nouveau, mais c'est dans la forme que le remake a fait la différence. Et c'est ça qui m'a fait réaliser que dans un sketch, l'important n'est pas basé uniquement sur ce qui est dit et dans les mots qui sont prononcés, mais un silence placé au bon moment, une intonation originale ou une structure de récit différente peut changer radicalement le ressenti et ce qui va marquer le public. La forme a donc une importance capitale dans une œuvre. Mais quand on regarde la polémique autour du sketch de Dieudonné, le fond a pris le dessus sur la forme. On a entendu parler de lobby juif, de médias corrompus et de guerre idéologique. Les gens ont transformé ce sketch en un énorme débat de société, mais tout ça sans jamais prendre en compte l'erreur de Dieudonné sur la forme et son impact sur la psychologie du public. Et donc, ce 1er décembre 2003, quand il arrive sur le plateau de Fogiel, on comprend rapidement qu'il joue un vrai crétin, mais on ne sait pas précisément quel personnage il interprète. Parole, s'il vous plaît, c'est déjà assez difficile pour moi. C'est pas mon genre. Ouais, je vais te l'affirmer, tu vas voir. Alors,
Monsieur Fauziel, vous avez invité sur votre plateau l'humoriste musulman Jamel Debbouze. Bravo, de mieux en mieux. Le service public. On pourrait se demander, mais c'est qui ce con avec cette voix trafiquée? Pourquoi est-ce qu'il a une cagoule? Pourquoi est-ce qu'il porte un chapeau? Est-ce que c'est un chapeau de juif? Rien n'est clair au début de son sketch et c'est ça qui fait sa puissance. Dieudonné nous donne assez d'éléments pour titiller notre curiosité et il omet volontairement certaines infos pour préparer ce qui va arriver. Jusque là, on peut dire que dans la forme, c'est parfait. La structure de son récit est très solide. Tout est bien en place pour pouvoir surprendre le public et le faire marrer. Mais au moment le plus important de son sketch, c'est-à-dire au moment de la surprise, tout son édifice va s'effondrer. Quand on regarde toutes les études qui ont été faites en neurosciences et en psychologie cognitive, elles sont toutes unanimes. La surprise aurait un effet similaire à certaines drogues sur le cerveau. Elle agirait comme une bombe, tapie dans l'ombre et prête à faire exploser nos émotions à n'importe quel moment. Pour un humoriste, elle est considérée comme le Graal, l'arme ultime pour provoquer le rire. Mais du point de vue des chercheurs, elle aurait aussi des propriétés bien plus néfastes. Une capacité à provoquer l'indignation et une capacité à se graver dans la mémoire des gens de façon durable. Et donc, quand Dieudonné nous révèle l'identité du crétin qu'il interprète au moment de la surprise, on n'est plus seulement dans un sketch où il se moque d'un juif, mais on a basculé dans un sketch où le message principal qui va marquer le public et le foudroyer en émotion, c'est que le juif est un crétin. Récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sionisme, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles. Et donc, repérer le point culminant de sa vanne, comprendre que c'est à ce moment-là que tout se joue, et que le public se rappellera que d'un seul message, celui qu'on a apporté au moment de la surprise, c'est ce qui a fait défaut à Dieudonné ce 1er décembre 2003. Mais juste avant de comprendre comment gérer cette bombe à retardement que représente la surprise, et juste avant de se plonger au cœur de notre duel contre le politiquement correct, une règle de base pour tous ceux qui aiment se frotter aux sujets sensibles et qui peut paraître contre-intuitif, ça va être d'annoncer la couleur et être clair de qui on va se moquer dès le début de sa vanne. Par exemple, vous vous souvenez du 11 septembre? C'est encore une histoire d'amour. Bien sûr, c'est pour l'amour de Dieu qu'ils ont été se faire péter. C'est vrai. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Je suis aussi antisémite. Quand un humoriste annonce la couleur de manière aussi frontale dès le début de son sketch, il se met dans une position délicate où il va devoir se rattraper s'il ne veut pas ruiner sa réputation. Mais le problème, c'est qu'il peut arriver avec la meilleure vanne du monde et avec des intentions totalement pures et bienveillantes. Le public ne l'entendra pas toujours de la même oreille parce que l'être humain est parfois dépassé par ce qui lui semble bien ou mal. C'est là tout le mystère de la morale. Qu'est-ce qui fait que le public soit offusqué par une blague politiquement incorrecte? Et comment faire pour gérer cette morale qui nous empêche de nous exprimer de manière totalement libre? Au premier abord, la définition de la morale est simple à comprendre. Plein de situations sont faciles à analyser. Si je tue quelqu'un, la situation est claire et elle fera l'unanimité. La morale fait partie de nos vies depuis des millénaires et elle est devenue aussi naturelle que de respirer. Mais quand on regarde de plus près, la morale est bien plus complexe qu'on ne le croit. Chaque situation peut être nuancée. Tuer quelqu'un par légitime défense peut être moralement accepté. Et c'est cette ambiguïté qui crée sa complexité. On ne sait jamais exactement où est la limite et qu'est-ce qui fait passer un humoriste du mec bienveillant à celui d'un enfoiré. Mais en 1967, la philosophe Philippa Foot a mis en place une expérience de pensée qui va nous éclairer sur la question. On a appelé cette expérience le dilemme du tramway. Dans la première version de ce dilemme, un train se dirige vers 5 ouvriers qui risquent la mort. Léo est un personnage fictif qui peut changer la trajectoire de ce train en appuyant sur un bouton. Mais sur la voie secondaire, il y a un ouvrier qui va se faire percuter. Ici, la plupart des gens considèrent que Léo a moralement le droit de détourner le train. Dans la deuxième version de ce dilemme, un train se dirige vers 5 ouvriers qui risquent la mort. Pour les sauver, Léo doit pousser un inconnu sur la voie ferrée pour arrêter le train. Dans ce cas, la plupart des gens considèrent que Léo n'a pas moralement le droit de pousser cet inconnu sur la voie ferrée. Et pourtant, dans les deux cas, il s'agit de causer la mort d'un homme pour en sauver 5. Au premier abord, c'est pas évident de savoir pourquoi les réactions morales sont aussi différentes. Mais certains philosophes nous proposent une réponse intéressante. Un mal peut être commis pour un bien uniquement si le mal est un effet secondaire de l'action et non un moyen.
Ce qui veut dire que si mon action a un impact indirect sur le malheur d'autrui et que je l'ai fait pour quelque chose de bien, je reste un mec cool aux yeux de la société. Alors que si mon action a un impact direct sur le malheur d'autrui, même si c'est pour l'intérêt général, les gens vont pas hésiter à me lyncher. Pour la plupart d'entre nous, l'expérience du tramway permet donc de mieux comprendre la psychologie de l'être humain et de voir comment il réagit moralement face à des situations ambiguës. Mais pour Haroun et Pierre Desproges, ils ont réussi à en tirer une leçon bien plus importante que ça. La plupart des sketchs se structurent de manière différente. Il y a des humoristes qui traitent l'actualité, d'autres qui racontent leur quotidien, et il y en a comme moi qui font que des blagues de beauf. Mais on peut voir un point en commun qui revient constamment. Ils mettent toujours une communauté ou un personnage en avant pour ensuite le victimiser derrière, parce que c'est une étape indispensable pour faire marrer le public. Exotique. Regarde, ils voyagent, mais ils restent. Ils attendent. C'est bien ça, exotique. Et donc, une blague politiquement incorrecte a de grandes chances d'être perçue comme immorale aux yeux du public. Ce qui me touche, c'est qu'il y a un énorme malentendu sur ce qu'on a voulu faire dans ce sketch. C'est-à-dire qu'il s'appuie volontairement sur des clichés. Parce qu'un humoriste donne toujours l'impression de faire une action qui a un impact direct sur le malheur d'une communauté. C'est-à-dire que 1. Quand il met en avant un asiatique, ça a un impact direct sur 2. L'asiatique est ridicule. Mais quand on regarde de plus près, certains humoristes comme Haroun ou Pierre Desproges ont réussi à sortir de ce cadre pour offrir au public une nouvelle perception. Dans le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, il nous explique que si on soulève d'abord un objet léger, puis un objet lourd, on trouvera le deuxième objet plus lourd que si on n'avait pas soulevé le premier objet. Et pour avoir un aspect visuel, Tony Parker à côté de Duncan aura l'air petit alors qu'il mesure plus d'1m85. C'est ce que le psychologue Robert Cialdini appelle le principe de contraste. La différence entre deux choses présentées l'une après l'autre affecte notre perception. Et donc, quand Haroun démarre son sketch de cette manière, j'aime pas les musulmans. Et qu'il crée un contraste avec une deuxième affirmation qui soulève plein de nouvelles questions et qui nous dépasse totalement. Mais non, mais tu peux pas aimer. Ils sont 1,8 milliard. J'ai pas assez d'amour pour 1,8 milliard de personnes. Déjà, je les connais pas tous et en plus, je veux pas aimer 1,8 milliard de personnes. C'est ce qui va affecter la perception du public. Parce qu'un avis personnel, même s'il est malveillant, va passer inaperçu face à une affirmation bien plus intrigante. Pour mieux comprendre ce phénomène, le psychologue Daniel Kahneman nous explique que notre attention a un réservoir limité. Si deux informations arrivent en même temps, l'aspect limité de nos ressources ne permet pas d'attribuer la même quantité d'attention aux deux. Une seule information va prendre le dessus. Et la plupart du temps, le cerveau est beaucoup plus captivé par ce qui soulève de nouvelles questions et par ce qui a l'air grandiose. Et la dernière fois, j'ai vu un musulman en mini-moto. Tu sais, mini-moto, là, tu sais, des trucs mi-assis, mi-debout, là, déjà ça partait mal. Choisis ton véhicule. Mec, à mon avis, il était en retard à la mosquée, il était à fond, 35 à l'heure, déjà là-bas tendu comme ça derrière. On aurait dit fantomètre. Et le public ne percevra plus cette vanne comme une action à impact direct avec 1. Haroun qui met en avant les musulmans et 2. Ils sont ridicules, mais plutôt une action à impact indirect avec 1. Haroun qui parle de psychologie, 2. C'est ce qui l'a amené à parler des musulmans et 3. Ils sont ridicules. Et c'est le même principe qu'on peut voir chez Pierre Desproges. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Pour ensuite créer un effet de contraste avec une vision bien plus grande liée à la Seconde Guerre mondiale. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Et finalement, c'est cette phrase incompréhensible qui prend tout son sens. Un mal peut être commis pour un bien uniquement si le mal est provoqué de manière indirecte et non de manière directe. Jusqu'à maintenant dans cette vidéo, tout ne tournait qu'autour du talent d'écriture de certains humoristes. Et là où on était tous contaminés par cette croyance simpliste qu'il n'existe que la censure face au politiquement correct, on a trouvé dans la créativité de ces humoristes et dans leur compréhension de la psychologie du public une certaine liberté. Mais en réalité, tout ça ne tient qu'à un fil, parce que pour la plupart d'entre nous, on ne travaille pas nos vannes de manière aussi précise. Et on peut facilement penser que cette liberté de blaguer sur des sujets sensibles n'est réservée qu'à une élite. Mais ça, c'était sans compter sur Blanche Gardin qui va nous prouver le contraire. Moi, je peux pas prendre de chat, parce que les chats, j'ai torturé quand j'étais petite, en fait.
J'ai sodomisé avec des crayons de papier le chat. Donc le mercredi, je faisais ça. Quand on remonte des milliers d'années dans l'histoire, nos ancêtres avaient ce besoin vital de se faire accepter socialement, parce que se retrouver dans un groupe était indispensable pour leur survie. Mais plus le temps est passé, et plus cet aspect vital a perdu de sa valeur pour se transformer en quelque chose de jouissif. Aujourd'hui, on aime se donner une certaine image auprès des autres juste pour le plaisir que ça nous procure. Et pendant toute notre vie, on essaye d'entretenir cette impression qu'on est fort ou qu'on a réussi dans la vie, sans se rendre compte que c'est ça qui est en train de tuer notre liberté. J'ai toujours été un fan de Dieudonné. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui parce que je le trouve drôle et courageux. Il a cette capacité à dominer et à se faire respecter, peu importe les circonstances. Mais j'ai beau l'admirer pour certaines de ses qualités, je me suis jamais senti proche de lui. Parce qu'en réalité, les gens ont rarement une vraie connexion avec ceux qui ont un statut élevé. On peut admirer Ronaldo ou Beyoncé, mais on se sentira toujours très loin de leur réalité. La plupart des gens accordent plus de liberté à ceux qui leur sont proches. On autorise plus facilement un ami qu'on connaît par cœur à balancer les blagues les moins politiquement correctes du monde. Mais quand il s'agit de Blanche Gardin, qu'on voit peut-être pour la première fois sur scène, qu'est-ce qui fait qu'on lui accorde cette même liberté ? Bon, déjà, je les lisais pas, moi, les tweets balance ton porc, parce que ça m'excitait trop. Après, je pouvais pas bosser. Pendant 6 ans, la sociologue Brené Brown a interviewé des centaines de personnes à travers le monde pour essayer de comprendre ce qui connecte les gens entre eux. Et les réponses comme le temps qu'on passe ensemble, les souvenirs qu'on partage ou avoir des points en commun ne font pas partie de sa conclusion. Parce qu'après toutes ces années de recherche, Brené Brown a finalement réalisé que tout est qu'une question de vulnérabilité. So very quickly, really about 6 weeks into this research, I ran into this unnamed thing that absolutely unraveled connection in a way that I didn't understand or had never seen. Il y a probablement 20 000 raisons de ne pas se montrer vulnérable. On peut avoir peur du jugement des gens, on peut avoir honte de certaines choses qui nous sont arrivées dans la vie, on peut être angoissé à l'idée de se faire rejeter. Et quand on y ajoute à ça toute une société qui nous encourage à être fort et sûr de soi, il n'y a rien qui nous pousse à croire que se montrer vulnérable peut nous apporter quoi que ce soit dans notre vie. Et pourtant... J'ai essayé, moi j'ai essayé de profiter du moment présent, de cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie, tout ça. Mais quand il se passe rien, c'est compliqué en fait. Moi, il ne se passe plus rien dans ma vie. Ma vie privée est un désert événementiel. Quand on ose se montrer vulnérable, on se sent soulagé d'un poids. Quand on ose raconter nos histoires intimes, on crée une connexion plus forte avec les gens. Mais tout ça, c'est évident, parce que derrière cette vulnérabilité, il y a quelque chose de bien plus puissant encore. Depuis que l'être humain a pris conscience de ses faiblesses, le politiquement correct a envahi nos vies. La raison est simple, on veut tous se protéger de ce malaise d'être dévalorisé. Parce qu'on a toujours été conditionné à croire qu'être vulnérable ou dévalorisé est quelque chose de négatif. Alors qu'en réalité, tout est qu'une question de saveur. Quel goût, quelles sensations, quelles émotions est-ce que je donne à cette vulnérabilité ? Certains préfèrent s'apitoyer pendant que d'autres en rigolent. Certains préfèrent rester neutres pendant que d'autres déchargent leur colère. Cette décision a l'air personnelle. Et pourtant, elle a un impact global. Non, c'est tragique ce qui se passe à 40 ans, vraiment. Moi, quand je suis au maximum de l'optimisme maintenant, et que je me mets à rêvasser, la première idée qui me vient, c'est « j'espère que le prochain mec qui voudra bien me baiser me plaira un peu ». C'est à ça que je pense, moi. Si on avait le pouvoir de s'infiltrer dans la tête des gens, on pourrait savoir exactement ce qui les énerve et le politiquement correct n'aurait aucune utilité. Au lieu de ça, on tâtonne, on tente, on cherche à jauger leur système de valeurs. Est-ce que cette personne a assez de dérision pour rigoler sur des sujets sensibles ? Et quand ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on pourrait le convaincre que ça peut être drôle d'être dévalorisé ? Quand il s'agit d'influencer le système de valeurs des gens, la plupart d'entre nous passent par l'argumentation. Trouver les bons mots pour convaincre des bienfaits de nos valeurs. Un peu comme les défenseurs de Dieudonné qui prêchent pour la liberté d'expression. L'idée qu'on pourrait tout dire sur le ton de l'humour. Argumenter peut paraître une bonne solution, mais en réalité, ce n'est pas la meilleure option. En sociologie, des études ont prouvé que l'être humain accepte vraiment la responsabilité d'un comportement lorsqu'il l'a choisi par lui-même, libre de toute pression extérieure.
C'est pour ça que même si on n'en a pas conscience directement, quand Blanche Gardin nous dévoile ses vulnérabilités, elle influence en même temps notre système de valeurs. Elle veut bien se foutre de la gueule des autres, mais avant ça, elle va se mettre en danger. Parce que c'est ce sacrifice qui inspire les gens. Et il suffit de voir le manque de crédibilité de certains politiciens pour comprendre ce phénomène. Ils sont prêts à nous vendre une baisse de salaire, mais uniquement quand ils ne sont pas concernés. Ce serait génial de se retrouver dans un monde où on peut rire de tout. Mais ça ne marche pas quand les gens sont juste là pour ne prendre que le positif. Il va falloir se mettre en danger et accepter de rire de soi avant de rire des autres. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. En parallèle de cette vidéo, j'ai écrit un petit PDF gratuit sur comment se libérer du regard des gens. Parce qu'il y a beaucoup de concepts que j'ai pas pu traiter sur cette vidéo et que je trouvais quand même intéressant de partager. Et donc si tu veux le recevoir, je t'ai laissé un lien dans la description. À bientôt.